Vous savez, cette table ronde a pour titre Société, climat et nouvelles technologies. Et Bruno Chaudret, qui est chercheur, qui dirige un laboratoire de physique et de chimie à l'Université de Toulouse, et qui est aussi président du conseil scientifique du CNRS, et alors lui, membre de l'Académie des sciences, non, et membre du conseil, du bureau de l'appel des appels, devait être parmi nous. Malheureusement, il arrive de Bolivie, il repart à Gand, donc il ne sera pas là, mais il tenait à ce que nous puissions lire quelques lignes qu'il nous a adressées, donc je vais vous les lire. Je vous prie d'excuser mon absence aux Journées de Marseille. Il m'est impossible d'y participer pour des raisons professionnelles. Ceci n'est pas une marque de désintérêt de ma part, car je pense que l'appel des appels répond à un besoin de plus en plus présent dans les métiers de l'humain. Depuis 10 ans, la situation n'a fait que se dégrader, et pour ce qui concerne la recherche, nous serions presque heureux de retrouver les conditions que nous dénoncions il y a 10 ans. Sans entrer dans les détails, l'emploi scientifique a constamment reculé malgré les promesses d'Hollande, et la situation que nous avions dénoncée, qui conduit à une dégradation de la recherche en France, est arrivée. Il est donc pour moi important de faire partie de l'appel des appels et que cette association continue à représenter la grande diversité des métiers de l'humain, même si aujourd'hui elle semble plus intéresser certains secteurs d'activité comme le médico-social. Amitié à tous, Bruno. Alors nous allons donc commencer avec une intervention de Chantal Pacteau. C'est celle que nous appelions tout à l'heure. Vous vous souvenez quand vous avez repris le refrain Chantal, Chantal, Chantal. Chantal Pacteau est psychophysiologiste, directrice de recherche au CNRS et depuis des années engagée comme chercheur sur la transition écologique. Chantal, c'est à toi. Merci. Je vais présenter ce que j'ai envie de dire ici en 3 séquences chronologiques. L'affaire du changement climatique, ce n'est pas une nouveauté. 1962, parution du Printemps silencieux, écrit par la biologiste américaine Rachel Carson. On dit qu'elle raconte que les insectes sont en train de disparaître, les oiseaux, etc., etc. À l'époque, ce livre a permis de contribuer à la création de l'Agence américaine de la protection de l'environnement que Trump actuellement essaye de détruire et a en partie détruit. Ça a aussi permis aux États-Unis d'interdire le DDT. Et déjà, on parlait de la désinformation par l'industrie chimique, des effets néfastes, des produits qu'elle obligeait à mettre pour la destruction des insectes, etc. Donc on n'avait pas encore la connaissance scientifique, mais on savait déjà prendre des dispositions. 72, pour certains d'entre vous, vous avez dû connaître le bouquin du Club de Rome, Halte à la croissance, qui est aussi appelé rapport Meadows, où on développe les concepts de développement durable et d'empreinte écologique. Et en 1974, vous vous souvenez que René Dumont, avec son pull rouge, s'était présenté aux élections présidentielles avec son verre d'eau en disant « Un jour, ce sera un produit rare ». On y est. 1979, premier rapport scientifique sur la question du climat. C'est le rapport Charney qui a été commandé par la Maison Blanche à l'Académie des sciences américaine. Et on y apprend que les premiers effets du changement climatique, et il est écrit, si on attend de voir ces premiers effets de facto, il y aura
alors un réchauffement, la machine sera emballée, etc. 1988, création du GIEC, c'est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sont les scientifiques qui, à la demande des gouvernements, dont celui de Thatcher, dont Madame Thatcher elle-même, et via les Nations Unies, qui s'organisent entre eux pour se dire, purée, cette machine climatique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça réchauffe? Est-ce que c'est vraiment les actions humaines qui sont à l'origine de ça? Si ce sont les actions humaines, bonne nouvelle, on va être capable de faire diminuer les gaz à effet de serre. Donc ce GIEC, c'est une aventure absolument extraordinaire. Ça a commencé très petit, maintenant ce sont des milliers de scientifiques qui sont renouvelés à chaque rapport pour pas qu'il y ait qu'on se répète, etc., qui fait l'état des lieux des connaissances que l'on a, et les chercheurs ne sont pas payés. Je tiens à le dire pour ça. Et l'idée, c'est d'alimenter en connaissance où elles en sont la décision politique. Et il y a toujours un résumé qui est fait pour les décideurs politiques, mais il y a toute la somme du travail que tout le monde peut aller trouver, où on voit les différentes révisions des différents chapitres, les commentaires, les critiques, les débats, etc., etc. Donc c'est quelque chose de plutôt transparent, et je ne suis pas climatologue, comme on vient de me dire, je suis des sciences de la vie. Je veux dire que j'ai une immense admiration pour mes collègues qui font ces rapports. Parce que c'est d'une exigence extraordinaire. En 92, le sommet de la Terre de Rio, où on parle des concepts de droits et responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. C'est le coup d'envoi des programmes de lutte mondiale contre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et la désertification. Il semble qu'on soit sur une bonne route. Catastrophe, protocole de Kyoto qui en sort ne sera jamais signé par Bush, donc il a refusé de le ratifier. Donc le monde aurait pu être bien différent si, à ce moment-là, il n'y a pas eu des changements de géopolitique considérables. Le néolibéralisme est arrivé. Donc on est vraiment dans la fin d'une séquence. Les scientifiques, ils ont fait leur boulot de producteurs de connaissances, de lanceurs d'alerte. Les ONG, les associations, les citoyens, beaucoup comprennent ce qui se passe, incarnent par leurs actions la volonté de changer les choses. Les gouvernements, certains, ont réalisé des actions environnementales et sociales. L'environnement et le social ont toujours été ensemble, hein, même si on n'en parle pas, on parle pas assez du côté social, à mon avis, quand on discute le changement environnemental. Mais le monde a changé. La Chine s'est imposée dans le monde. C'est de la fin de la guerre froide. On a des gouvernements ultra-conservateurs. Et le néolibéralisme est là. Et ce que font les grandes sociétés, ceux qui possèdent le pouvoir, l'argent, etc., c'est qu'ils fabriquent le doute. C'est-à-dire, ils savent très bien, maintenant on a les rapports, ils sont déclassifiés, etc., ils savent très bien ce qui est en train de se passer, mais ce qu'ils disent, c'est les scientifiques qui vous disent ils sont d'accord à 90%, donc ils ne sont pas complètement d'accord, et puis ceci, puis cela. Et ils payent aussi certains scientifiques, mais c'est quand même une minorité, hein. Etc., etc. Et nous, en France, ça s'est matérialisé avec Claude Allègre, qui était un très bon client pour les médias et qui a empêché plein de choses pendant un certain nombre d'années. Donc, on aurait pu faire des choses, hein. Je vous rappelle que le trou de la couche de l'ozone, certains d'entre vous
certains d'entre vous doivent s'en rappeler. Il y a eu un protocole et il a été ratifié, et c'est le seul traité universel à ce jour sur la planète où il y a eu arrêt total de la production des chlorofluorocarbures, c'est des CFC, où les industriels, ils ont pu changer leurs molécules, ils ont continué à faire leurs bénéfices, etc. Mais le trou d'ozone va beaucoup mieux. Donc maintenant, la troisième séquence, c'est celle où on est aujourd'hui, avec la COP 21 où on a été, voilà, au monde entier, tout le monde s'est mobilisé, etc., etc. Que se passe-t-il? Pas grand-chose. Nous sommes pris... J'essaye de retrouver mes notes, parce que vous m'appuyez, alors je suis arrivée très vite. Et, une minute, excusez-moi. Bon, c'est vrai, j'ai perdu. Ça bon, alors, ça y est, j'y suis. Excusez-moi. Donc, on sait, les scientifiques, avec un immense bénéfice collectif, donc on discute, on fait savoir ce qu'ils avaient à dire. Les citoyens sont très impliqués. Et ils sont même maintenant incarnés par la jeune Greta, par tous ces jeunes qui font la grève du climat, etc., etc. Les gouvernements qui savent, et en même temps, certains essayent de faire des choses. Nicolas Hulot en a été l'exemple, et puis voilà. Et les industries et la finance. Donc on sait, la température monte, la pollution monte, les événements extrêmes se multiplient, ils sont plus forts, le niveau des océans monte, la désertification, la sécheresse, les maladies infectieuses augmentent, les sols s'épuisent, etc., etc. Des populations entières meurent. Alors probablement en Amazonie, il va y avoir du nettoyage d'autochtones via tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore en ce moment. Puis il y a tous les migrants, donc il y a des migrants climatiques aussi déjà. Donc c'est des populations qui meurent. Et donc cette histoire du climat, parce que c'est le climat qu'on connaît mieux, et notre échec, j'espère provisoire, à avoir prise sur un futur probable pas terrible face à l'hyperlibéralisme. Il y a une incapacité des États à faire ensemble, à respecter la vie, à être empathique. On a un président qui se distingue particulièrement là-dessus. Et les classes accaparantes, les hyper riches, les puissants, ont ce fantasme que tout va se résoudre par les technosciences et faire encore plus de profit, et puis ils passent par perte et profit la vie de millions d'humains sur cette terre. Nous sommes pris donc dans cette tension entre action collective et égoïsme, secteur public commun, secteur privé, et les armes que les armes de la division de ce que nous voudrions faire en tant que société humaine, c'est la fragmentation, la dépolitisation du problème écologique et le mensonge. Alors le mensonge avec Trump, je ne sais plus comment il s'appelle, Bolsonaro, etc. C'est même pas la peine de revenir ici. Tous les matins, quand on écoute les informations ou on les lit, on se demande qu'est-ce qu'ils ont encore inventé. Et un des fantasmes, et ça c'est pour faire la liaison avec mes camarades qui vont discuter là-dessus, c'est le fantasme du numérique comme une technologie qui va aider à lutter contre des effets à gaz de serre, etc., etc. Juste deux chiffres. En 2008, les émissions des gaz à effet de serre du numérique, ça représentait celles du trafic aérien mondial. 10 ans plus tard, elles l'ont dépassé pour atteindre 50% de ces émissions dues aux avions.
Et maintenant, tout va devenir numérique, ou devrait devenir. Je laisse la parole à mes collègues. Eh bien, merci beaucoup, Chantal. Donc, nous passons la parole à Catherine Vidal, qui est neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Et non, c'est une complicité entre nous, parce que quand je dis directeur, elle n'est pas contente. Donc, directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Voilà. À toi, Catherine. Oui, c'est donc en tant que chercheuse en neurosciences que je souhaite faire un appel à une vigilance éthique face à l'usage des technologies du numérique pour réparer les cerveaux et qui, selon les dirigeants des GAFAM, vont conduire à permettre d'augmenter les fonctions cognitives pour viser une sorte d'hybridation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors ce genre de discours est hélas parfois accueilli sans beaucoup de scepticisme par certains, et il est important d'éclairer un petit peu un large public sur ces questions-là. Comme illustration, il y a en particulier les déclarations de Raymond Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et un des théoriciens du mouvement transhumaniste. Donc il y a ces déclarations de Raymond Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et théoricien du mouvement transhumaniste, qui déclarait en 2016 « On utilisera des puces électroniques branchées sur nos neurones pour se connecter à Internet en 2035. On pourra transférer notre mémoire et notre conscience dans des microprocesseurs dès 2045. » Donc ces discours sont repris en boucle par les dirigeants des GAFAM qui prétendent que les progrès technologiques vont permettre de télécharger donc la pensée dans des ordinateurs pour entraîner une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et donc face à ces scénarios techno-futuristes, il est important d'avoir un éclairage sur la neurobiologie pour essayer de faire la part entre ce qui relève du prouvé, du probable et du fantasme. Je ne dis pas l'utopie parce que ça ne plaît pas à Roland. Alors les fameuses techniques de neuroamélioration, qu'on appelle les neurotechnologies, ont donné des résultats encourageants dans des cas pathologiques pour compenser un certain nombre de handicaps physiques et mentaux. C'est par exemple des stimulations cérébrales profondes qui sont réalisées en implantant des électrodes dans le cerveau qui, chez les patients parkinsoniens, ont des effets bénéfiques contre les tremblements et la rigidité. Il y a aussi l'implantation de microprocesseurs qui vont enregistrer les ondes cérébrales et qui vont permettre à des personnes souffrant de handicap moteur, des tétraplégiques par exemple, de permettre de contrôler, grâce à ces systèmes, de contrôler un exosquelette ou un curseur sur un écran d'ordinateur. Et il y a aussi des tentatives de stimulation, non pas invasives, mais à travers le crâne, des stimulations magnétiques et électriques, qui sont l'objet de nombreuses recherches cliniques, avec des applications thérapeutiques potentielles, par exemple dans la dépression, les hallucinations, douleurs chroniques, addictions, troubles cognitifs. Donc ces neurotechnologies sont assez prometteuses pour améliorer la qualité de vie des patients dans un certain nombre de cas, mais il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas dénuées d'effets secondaires, avec des risques de dommages physiques dans le cerveau, en particulier le risque d'épilepsie, également des accidents vasculaires cérébraux, des infections. Et il y a aussi des risques d'interférer avec le fonctionnement normal du cerveau, avec ses capacités de plasticité, capacité à élaborer des idées, des émotions, et donc représenter une entrave dans la vie psychique de la personne et évidemment à sa liberté d'agir et de décider. Et donc dans ce domaine-là, il faut noter qu'il y a vraiment une absence de recul
sur le rapport bénéfice-risque des neurotechnologies. Donc, cela signifie plus concrètement que le passage de la réparation à l'augmentation des fonctions cognitives n'est pas du tout une progression inéluctable vers une humanité future plus intelligente telle que les transhumanistes nous le prédisent. Alors, petit rappel en ce qui concerne les intelligences, il y a l'humaine, il y a l'artificielle. En ce qui concerne l'humaine, donc notre cerveau, il est constitué de 100 milliards de neurones qui communiquent entre eux par 1 million de milliards de connexions qu'on appelle les synapses. Et les informations qui circulent dans ces réseaux de neurones sont à la fois d'ordre électrique et chimique. Et c'est cette combinaison de différents types de signaux qui va permettre une variation, des variations quasiment illimitées du contenu des messages. Et le cerveau, évidemment, il est en interaction permanente avec le corps et avec le monde environnant. Et ce sont toutes ces conditions qui sont vraiment spécifiques de la matière vivante qui permettent l'émergence de la pensée, des émotions, de la conscience, de l'imagination, qui évidemment constituent tout le registre de l'intelligence humaine. Donc rien à voir avec la structure et le fonctionnement d'un microprocesseur. Un microprocesseur, il est constitué de transistors qui sont gravés sur une puce de silicium, et les circuits qui sont générés dans ces microprocesseurs par des circuits électroniques suivent tout simplement, si j'ose dire, les règles de calcul des algorithmes qui ont été programmés dans l'ordinateur. Donc, ces microprocesseurs peuvent être extrêmement performants. Dans les dernières avancées font qu'on peut graver des milliards et des milliards de microprocesseurs et de transistors qui peuvent conduire à des capacités suprahumaines de stockage et de traitement statistique des données numériques, mais cela ne s'appelle pas de l'intelligence. Hélas, on le qualifie de façon abusive d'intelligence artificielle. Alors, par rapport à donc, toutes ces prophéties transhumanistes, il faut vraiment donc bien réaliser que l'idée d'une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle est un fantasme et que la matière vivante diffère radicalement de la matière inerte. Et d'autre part, autre fantasme, l'idée de télécharger la pensée sur un ordinateur, c'est-à-dire de séparer la conscience du corps. Ces notions-là relèvent de la science-fiction ou de la mystique religieuse, mais pas du tout d'une démarche scientifique. Alors, pour terminer avec ces prophéties transhumanistes, revenons à ce fameux Raymond Kurzweil, qui déclare, il en a l'habitude, dès les années 2030, nous allons, grâce à l'hybridation de nos cerveaux avec des nanocomposants électroniques, disposer d'un pouvoir démiurgique. Ce sont ces termes. Alors, qui fait la promotion de ces idées-là? C'est non seulement les GAFAM, mais il y a aussi toutes les entreprises du numérique chinoises. Elles sont extrêmement actives. Donc, les enjeux financiers derrière sont considérables. Ce sont des milliards de dollars. Donc, avec des investissements pour des applications en médecine, dans, évidemment, tout ce qui relève de l'armée, dans les entreprises, avec aussi un objectif majeur qui est celui du contrôle des populations, données personnelles, reconnaissance des visages, surveillance des cerveaux. On connaît bien l'exemple de la Chine, je pense que Roland en parlera tout à l'heure, mais en ce qui concerne justement l'aspect spécifique des cerveaux, il existe une usine de 40 000 employés qui sont munis de casques qui sont destinés à enregistrer leurs ondes cérébrales pour détecter un manque de concentration quand ils sont sur les chaînes de montage. Et donc l'objectif est bien sûr d'améliorer les rythmes de travail et de productivité. Alors face à ces sujets extrêmement préoccupants, il est important, j'y reviens, d'avoir une vigilance éthique. Le Comité consultatif national d'éthique s'intéresse à ces questions, et en particulier à l'occasion de la révision des lois de bioéthique 2019. Et il y a des recommandations telles que l'encadrement du développement des neurotechnologies
dans le respect des droits humains et des libertés fondamentales, et aussi un souci d'informer le grand public sur les mythes et la réalité des discours sur la neuroamélioration et le transhumanisme. Donc ça, c'est une belle démarche. Mais il y a aussi d'autres aspects éthiques importants, à savoir de veiller à une répartition équitable du financement des recherches. Bon, énormément d'argent va dans les innovations technologiques. On a vu, c'est extrêmement prometteur hein, par rapport aux paliers, les handicaps physiques et mentaux, mais en fait, ces démarches-là s'intéressent aux conséquences d'une pathologie. Ce qu'il faut aussi, c'est allouer des crédits de recherche pour la recherche fondamentale sur les causes. Or, on est encore très très ignorant sur le fonctionnement fondamental du cerveau et les causes des dysfonctionnements. Et il faut évidemment garder en tête que pour être très efficace au niveau international, il faut aussi financer des programmes de lutte contre les handicaps dans les pays pauvres, avec en particulier généraliser les opérations de la cataracte et aussi fournir des prothèses dans ces pays qui sont dénués de tout. Et pour terminer sur une note sympathique, je vous communique la recette bien connue pour être plus intelligent. C'est l'éducation, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon dernier livre qui n'est plus sur la table de la librairie. Merci. Eh bien, merci Catherine. Donc, nous avions convenu que j'interviendrai avant l'intervention de Julien, puisque vous allez le voir, ça s'articule avec ce que justement Chantal et Catherine ont évoqué précédemment. Je vais partir presque d'une anecdote qui n'en est pas une d'une certaine manière. C'est une déclaration de Laurent Alexandre, dont vous lisez peut-être un certain nombre de choses dans le monde et ailleurs, qui d'ailleurs je me suis retrouvé un jour à Ce soir ou jamais chez Frédéric Tadei, et Laurent Alexandre qui dit que pour régler la crise des gilets jaunes, il faut permettre la greffe de microprocesseurs sur le cerveau des gilets jaunes afin qu'ils améliorent leurs compétences cognitives et par là leur performance sociale. Alors, je crois qu'il faut prendre la chose très au sérieux. Il faut prendre la chose très au sérieux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que face à une crise politique ou sociale, la solution qui émerge dès la fin du XIXe siècle, mais je ne vais pas vous raconter ça, c'est une très longue histoire, la solution qui émerge, c'est la solution technique. Solution technique qui peut être bien sûr la machine, mais qui peut être aussi la chimie, et qui peut être aussi le numérique. Alors effectivement, à partir de ce moment-là, si vous voulez, les nouvelles technologies, c'est quelque chose de tout à fait formidable, parce qu'effectivement, ça permet, et tu l'as dit tout à l'heure, à partir notamment des recherches largement financées au niveau de l'armée, eh bien, de trouver le moyen de pouvoir voir la nuit, de pouvoir ne pas ressentir la douleur, de pouvoir ne pas dormir, etc. C'est-à-dire qu'on transforme l'humain en vue d'optimaliser un certain nombre de fonctions instrumentales dont on considère qu'elles sont essentielles. C'est un point important, j'aurais pu hier répondre à la personne qui est intervenue sur la raison. C'est une, si je peux me permettre, c'est pas aussi simple que ça. La rationalité, la raison, il y a différentes formes. Ça a été tout à fait développé par Max Weber. Max Weber a très bien montré comment, avec le capitalisme, avec l'esprit du capitalisme, émerge une rationalité purement, si vous voulez, instrumentale, fonctionnelle, c'est-à-dire qui permet de produire et qui n'a rien à voir avec, par exemple, ce qu'on appelle la rationalité substantielle, c'est-à-dire l'éthique, les religions, etc., les mythes et autres. Donc, vous voyez, en gros, ça veut dire que le sujet humain, et ça rejoint un peu la question de ce matin sur la psychiatrie, le sujet humain est conçu comme la somme de ses comportements que l'on va pouvoir encadrer en fonction, encore une fois, des besoins que l'on a, des tâches que l'on va lui prescrire. Alors, ça, je crois que peut-être dire d'abord, il y a une chose importante, si vous voulez, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans la technophobie et de rejeter le numérique ou de rejeter la chimie ou de rejeter la technique.
il est évident, si vous voulez, que, comme l'a évoqué rapidement Catherine tout à l'heure, il va de soi que l'intelligence artificielle rend des services importants. On sait, par exemple, que les mélanomes sont détectés à 92 ou 95% avec l'imagerie, avec l'intelligence artificielle, alors que les dermatos vont les détecter à 75%. On sait qu'un certain nombre d'interprétations de clichés radiologiques ou de scans d'imagerie médicale sont plus facilement interprétés grâce à l'intelligence artificielle qu'avec les radiologues. On pourrait démultiplier. Donc il va de soi, si vous voulez, que les nouvelles technologies rendent des services extrêmement importants. Le programme Watson, malgré ses limites, et Iliana n'a pas le temps de les évoquer, est un programme qui aide à la décision médicale. Il existe aussi également des pansements 3D qui utilisent des capteurs et des nanofibrilles de cellulose qui permettent de surveiller les plaies, de voir l'évolution de l'impact des traitements également sur ces plaies. Donc, vous voyez, c'est un point important. Il va de soi que ça rend des services considérables, qu'il s'agisse d'ailleurs de robotique, qu'il s'agisse, encore une fois, on a, comme vous le savez, la possibilité aujourd'hui de détecter, par exemple, les polluants de l'environnement, les allergènes. On a la possibilité même de détecter le nombre de calories contenues dans un aliment. Bref, donc il y a des services qui sont des services, et je crois que c'est très important, considérables, qui sont, si vous voulez, rendus possibles grâce, encore une fois, aux nouvelles technologies. Et juste ça me permettra de faire une transition, avec néanmoins cette remarque que, en gros, on peut se demander dans quelle mesure ces nouvelles technologies ne vont pas servir à une détection sanitaire de masse pour les plus pauvres, là où, en quelque sorte, les privilégiés pourront avoir accès à la relation humaine. Je vous donne un exemple très très simple, on va en parler encore plus en détail, mais on sait que les processus de reconnaissance faciale, de capture vidéo des images permettent par exemple de détecter certaines maladies sans consulter un ophtalmo. Donc on peut tout à fait penser que dans, par exemple, des régions du monde, n'est-ce pas, où les populations sont très pauvres, avec une désertification médicale énorme, eh bien, en quelque sorte, d'ailleurs ça se fait aussi en Chine, en quelque sorte, les caméras de surveillance pourront détecter des rétinopathies. Et bien évidemment, il y a même la mise au point, si je retrouve, il y a même la mise au point, Google offre des possibilités de surveillance sanitaire considérables, puisqu'il y a une start-up, TocHall, qui en 2016 à Palo Alto a développé des données fournies par des utilisateurs, de modèles de conversation pour donner des conseils au service d'ersatz de consultation médicale. Et en gros, on va faire ça. Si vous êtes dans un réseau de capital symbolique important, un réseau de puissance sociale important, ou si vous avez de l'argent, il n'y a pas de problème. Vous avez accès aux consultations médicales, vous avez accès au dialogue humain avec un humain. Mais si par contre vous n'avez pas les moyens, eh bien vous avez la possibilité d'avoir des consultations médicales par des logiciels interposés. Donc c'est une question extrêmement importante, vous voyez, c'est que si vous ne pouvez pas, soit si vous faites partie d'une population qui n'a pas la possibilité de consulter un ophtalmo, eh bien vous pouvez avoir un système de dépistage précoce de rétinopathie diabétique à partir de clichés ophtalmologiques qui sont interprétés par les machines de surveillance. Donc voyez, vous pouvez faire coup double, si j'ose dire, pour un État. À la fois, vous détectez les comportements anomaliques ou déviants, ou suspects, et vous savez très bien que dans l'espace public actuellement, ça se démultiplie, et en même temps, vous pouvez le faire au nom du bien-être et de la santé de la population, puisqu'il vous est possible de dépister les plus malades. Alors, ça veut dire aussi quelque part que, vous voyez, la technique aujourd'hui est en train de permettre, je reviendrai tout à l'heure par rapport à l'individu, mais déjà au niveau social est en train de permettre une espèce de gestion algorithmique des populations sans passer par le champ politique qui plus est démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, dans notre individualisme de masse mondialisé, il est tout à fait possible, vous voyez, de surveiller, contrôler, rationaliser le comportement
des populations à partir de cela. Alors là, justement, j'évoquais la Chine, effectivement, la Chine est un très bel exemple, puisqu'elle est l'exemple de l'émergence de la première dictature numérique au monde. Avec la maîtrise des nouvelles technologies, la Chine devient, sous nos yeux, un leader dans le domaine des big data, de reconnaissance faciale, des algorithmes prédictifs, et donc cela permet des surveillances. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies, eh bien, elles surveillent la vie de gens dans le moindre recoin de leur existence. Leurs comportements sont notés, leurs indices de conformité aux normes en vigueur sont transmis aux autorités comportementales. Donc vous avez en gros avec la Chine un gigantesque réseau social de surveillance de 1,4 milliard de personnes par 200 millions de caméras de surveillance, dont on nous dit qu'en 2020, elles seront 400 millions. Et les algorithmes de l'État disposent, si vous voulez, de tous ces clichés, de toutes ces traces numériques de surveillance pour noter la population. Chaque Chinois a, on va dire, un score social attribué de 800 ou 900 points. Eh bien, chaque fois qu'il y a une infraction, c'est par exemple, il ne tient pas son chien en laisse, il traverse au feu rouge, n'est-ce pas, il critique le Parti communiste, il ne jette pas ses ordures au bon endroit. Chaque fois, si vous voulez, qu'il a un comportement social jugé comme déviant, mais des micro-déviances, il ne s'agit pas de délinquance, eh bien, on lui défalque de son score, si vous voulez, social de 800 points, on lui défalque un certain nombre de points, ce qui est extrêmement important, puisque ça aboutit, par exemple, à être privé. Il y a plusieurs millions de voyageurs qui ont été privés, si vous voulez, de la possibilité de prendre l'avion, les valises étaient prêtes, les hôtels réservés, etc. Mais au moment de partir, le gouvernement avait annulé la réservation de leur billet d'avion, du fait même que leur score social, si vous voulez, n'était pas suffisamment élevé. De la même manière, l'accès à des réseaux de soins, l'accès à des universités, l'accès à des prêts bancaires, etc., se trouve régulé quasi automatiquement par cet appareil de surveillance, n'est-ce pas? Et cet appareil de surveillance, dont d'ailleurs, alors ça va très loin. Par exemple, n'est-ce pas, si je n'ai pas payé ma note de téléphone, tu m'appelles et il y a une voix qui s'interpose qui dit « Madame Vidal, vous priez de rappeler à Monsieur Gori qu'il n'est pas moral de ne pas payer sa note de téléphone. » Donc on a là quelque chose, ne croyez pas que c'est uniquement la Chine. Comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas vous en parler, mais ça se produit de manière beaucoup plus insidieuse, de manière beaucoup plus disséminée dans un certain nombre de pays européens, bien sûr, de pays américains. Bon. Alors, ça c'est important parce qu'on voit bien... Alors, comment, si vous voulez, des technologies qui sont tout à fait formidables peuvent rapidement se transformer en instruments de pouvoir, n'est-ce pas, gérant une population sans en passer par l'espace du politique, l'espace de la loi, l'espace du débat. Je crois qu'il faut aussi considérer, je ne vais pas être trop long, je crois aussi qu'il faut considérer que cette manière de gouverner n'est pas simplement propre à un État gérant de manière post-démocratique, si vous voulez, post-politique, sa population. Cette manière de gouverner, vous la connaissez tous les jours. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous la connaissez tous les jours. Elle est la conduite des conduites par, justement, réseau algorithmique. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est gouverner? Je cite Foucault une fois de plus, bon, on ne voudrait pas, n'est-ce pas? Gouverner, il dit Foucault, il faut le prendre au sens du XVIe siècle, c'est-à-dire une conduite des conduites. Ben, cette conduite des conduites, il va de soi qu'elle vient, si vous voulez, s'immiscer dans la relation pédagogique, elle vient s'immiscer dans la relation de soins, elle vient s'immiscer dans la relation de travail social, etc. Bon. Et donc, cette conduite de conduite, aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'elle passe par les évaluations. C'est bien pour ça qu'elle passe par les protocoles. Il reste purement et simplement à les optimaliser, à les techniciser de manière supplémentaire par le vecteur du numérique, par le vecteur, si vous voulez, d'une gestion insidieuse qui ne va pas dire son nom, on ne va plus parler d'autorité, on va simplement gérer les populations comme ça. Alors, très vite, pour vous donner un autre exemple au niveau du soin. Au niveau du soin,
on va pas pleurer sur la disparition de la psychanalyse ou les promotions des TCC, on a entendu ce matin un certain nombre de choses dessus, c'est évident. C'est évident que la question, elle n'est même plus là. Elle n'est même plus là, parce que de toute façon, le DSM, c'est fini tout ça. Il faut bien voir qu'à partir du moment où les Américains ont coupé, si je veux dire, les crédits de ce côté-là, l'Europe ne va pas tarder à faire la même chose. C'est fini. Qu'est-ce qui se met en place, en lieu et place, justement, de cette manière-là? Eh bien, c'est un contrôle des individus par le biais, justement, de bracelets électroniques. Un exemple que j'ai donné déjà plusieurs fois ici et là, c'est une expérience pilote à Londres, mais ça existe aussi aux États-Unis, ça existe aussi, si vous voulez, dans les pays d'Europe du Nord, etc., qui est que les personnes qui, depuis 2012, il y a une loi qui ne tolère pas les écarts de conduite, n'est-ce pas, sous l'effet de l'ivresse ou de boisson, eh bien, on propose aux gens, plutôt que de payer une amende ou d'aller en prison, on leur propose de porter un bracelet électronique à la cheville qui mesure toutes les demi-heures le taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la transpiration, à partir de l'analyse de la sueur. Et donc, à la moindre panne de bière, au moindre whisky, eh bien, l'appareil porté au niveau du bracelet électronique, comparable bien sûr à un appareil pour les résidents surveillés, ça envoie en quelque sorte une alerte et qui finit par envoyer bien sûr la personne en prison. Ce qui est très intéressant, c'est la déclaration de Boris Johnson en août 2014 au Monde, où il dit, n'est-ce pas, que en gros, c'est pas une manière de punir les gens, c'est une manière de les aider plutôt que de les emprisonner. Il rajoute, c'est plus efficace et c'est moins cher. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est plus efficace, c'est un langage de machine. La raison du capitalisme, la rationalité que j'appelle pratico-formelle du capitalisme, elle est là. Elle est une raison instrumentale, elle est en gros transformer le monde des données en langage de machine. C'est moins cher, c'est un langage comptable, et si vous ajoutez machine et si vous ajoutez comptable, vous avez les deux mamelles du néolibéralisme. Alors, est-ce que c'est vraiment plus efficace? Là, c'est intéressant, parce qu'on est allé voir au niveau des recherches s'il y avait une efficacité prouvée, si j'ose dire. Et puisque il se trouve qu'aux États-Unis, c'est mis en place depuis plus de 10 ans, vous savez bien que l'Europe met 10 ans à recycler les surplus américains, et bien donc on est allé voir et on s'est aperçu qu'effectivement les gens qui portaient le bracelet électronique ne récidivaient pas tant qu'ils portaient le bracelet électronique. Si on leur enlevait, ils rejoignaient la moyenne générale. Donc en gros ça veut dire que c'est la fabrique d'un lien social, c'est ça que ça veut dire. On va en parler dans le débat, je ne vais pas développer davantage, mais ce n'est pas simplement une mesure technique pour aider ou une mesure technique pour normaliser ou corriger, c'est une nouvelle fabrique du lien social. Et je dirais que par exemple, on le voit aussi, c'est Sandrine qui ce matin évoquait la question de la connexion numérique et de la révolution humaine. Moi j'ai fait un travail que j'avais publié dans Libération qui s'appelait « L'hyperconnexion révèle l'extrême solitude des humains ». Pourquoi? Eh bien, il y a un article qui est publié il y a un an à peu près, ou un an et demi, donc vous pouvez aller voir. Il va de soi que les vieux, par exemple, les vieux, puisqu'ils sont pas en contact avec le facteur avec qui ils pouvaient parler, parce qu'ils ne sont pas en contact, si vous voulez, avec effectivement les petits commerçants qui tendent à disparaître, parce que les enfants ne viennent pas les voir. Eh bien, on leur propose de mettre en place un système algorithmique avec lequel ils communiquent, et si par exemple ils tombent, à ce moment on le sait, puisque une alarme se déclenche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, ce qu'il faut bien voir, mais ce qu'il faut bien voir, c'est en gros cette espèce de dévoiement de la technique extrêmement efficace à des fins de déshumanisation et non pas, encore une fois, au service de l'humain. Alors, juste trois points pour terminer très rapide, 3 phrases. Bon, la première, si vous voulez, c'est qu'on oublie ce qu'est le soin et on y préfère le terme de santé. Le terme de santé qui est un terme que j'exècre. Je suis très imprégné de Canguilhem. Canguilhem disait que la notion de santé était une notion vulgaire parce qu'elle rassemblait tout un paquet d'éléments hétérogènes et disparates qui permettaient de trafiquer tout ce qu'on voulait. Le soin, c'est pas pareil. Le soin, fondamentalement, c'est le thérapeutique. Le soin, fondamentalement, c'est étymologiquement le souci de l'autre. C'est ça, soigner. Or,
cette part de souci envers l'autre, c'est aujourd'hui ce qui effectivement se trouve entièrement dévalorisé des modes d'évaluation des actes soignants. Et c'est bien pour ça qu'on préfère parler, encore une fois, de santé, surtout qu'effectivement, en parlant de santé, ça permet d'inclure également dans le lot des surveillances, des rationalisations, des normalisations et des contrôles, tous les biens portants, puisque vous pouvez avoir aujourd'hui une montre qui va vous donner la fréquence cardiaque, qui va vous donner la tension, qui va vous donner le nombre de calories que vous avez consommées en courant, etc. Donc ça ouvre un marché considérable, qui est aussi en même temps un marché de surveillance qui ne dit pas son nom. C'est un point important, et c'est là où, si je peux terminer sur deux citations, puisque vous savez que j'aime bien les citations. Le premier, c'est une citation extraite du livre que je vous conseille de Philippe Lançon, qui s'appelle Le Lambeau. Vous savez que Philippe Lançon a été blessé, martyrisé au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, qu'il a passé des mois et des mois à l'hôpital de la Salpêtrière avec de multiples interventions chirurgicales. Il avait toute une partie du visage qui avait été totalement détruite. Et il parle de l'assistance publique, ça va vous parler, et il parle justement de ce, je dirais, de ce qui aujourd'hui se trouve maltraité, c'est l'empathie des soignants. Mais je vous en supplie, ne prenez pas l'empathie pour quelque chose de l'ordre de la confiture, on pourrait prescrire. L'empathie ne se prescrit pas, contrairement aussi à ce que pense notre président de la République. L'empathie est produite, elle procède d'une identification inconsciente à l'autre, qui me permet de le comprendre et d'éprouver ce qu'il ressent tout en restant moi-même. C'est donc quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et encore plus, bien sûr, qu'on ne prescrit pas. Donc Philippe Lançon écrit, il parle de l'assistance publique, c'est l'assistance publique, des gens souvent héroïques, travaillant avec un matériel fatigué, qui paraît les renvoyer à leur maigre salaire, à leur effort par vocation, à leur douleur masquée, et au fait que tout le monde, ici, patient et soignant, paraît coûter trop cher à une société dont l'unique pensée de derrière semble être de réduire l'imagination, l'attention et les frais. Car il n'y a pas que les patients ici pour avoir une vie difficile. Ceux qui les soignent ont souvent vécu des drames, des maladies graves ou autres. On l'apprend peu à peu en miroir de sa propre situation. Le 26 novembre 2018, dans ce numéro de Libération, dont j'évoquais tout à l'heure, dont je me permettais d'évoquer donc aussi, que j'allais donc publier sur cette question, il écrit à propos des difficultés des soignants à exercer véritablement, dignement et dans la fierté leur métier. Il écrit « Il m'informait, cet état de situation, aussi sur la nature profonde de cet accouplement désormais opérant en France entre gestionnaires et bureaucrates. Mon sentiment est qu'ils n'agissent pas malgré l'ignorance du métier qu'ils contrôlent et leur manque d'empathie, mais précisément par la grâce de cette ignorance et de ce manque d'empathie. » Donc voilà par qui, n'est-ce pas, nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, contrôlés, et vous voyez bien la copulation, si j'ose dire, entre la possibilité d'une technocratie gestionnaire et la possibilité d'une amplification par les nouvelles technologies. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Je termine par une citation de Bernanos, La France contre les robots. Le danger n'est pas dans les machines, sinon nous devrions faire ce rêve absurde de les détruire par la force, à la manière des iconoclastes qui, en brisant les images, se flattaient d'anéantir aussi les croyances. Le danger n'est pas dans les multiplications de machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Merci. Julien, musicien. Bonjour. Et membre du comité donc, Appel des Appels, les Bouches du Rhône. Voilà, mais, oui, Roland, tu me donnes une excellente transition, donc, puisque je voulais vous présenter mon travail de veille citoyenne. Pardon. Merci. Voilà, donc un travail de veille citoyenne sur les dangers de la surexposition aux écrans et aux réseaux sociaux.
Ce danger il est triple pour moi, sanitaire, social, sur le lien social, sur la qualité de nos rapports, et il y a aussi un grand danger politique. Donc je vais vous donner également faire part de la parole de 4 lanceurs d'alerte issus de cet écosystème de l'économie numérique, formés dans le sérail de la Silicon Valley, de l'université de Stanford. Et donc ces 4 personnes, tout en gardant un pied quand même dans le paysage des GAFAM, nous ont alertés depuis 2017 avec des propos qui, selon moi, sont un petit peu passés inaperçus et qui ont pourtant, d'après moi, une force voilà, suffisante pour que je me décide à vous en parler. Mon histoire un petit peu avec justement ce travail de veille, il remonte à une rencontre avec Raymond Aubrac. Raymond Aubrac, donc grand résistant, membre du Conseil national de la résistance. Et j'ai eu la chance de le rencontrer chez lui parce que je voulais discuter un petit peu, je m'intéressais beaucoup à l'histoire de la résistance, à Marseille notamment. Il était commissaire de la République à Marseille dans l'immédiate libération. Et donc, il me convie chez lui, c'était quelques mois avant voilà, son décès. Et donc nous discutons à bâton rompu, passionnant. Et puis, vraiment, Aubrac se lève et me dit « Ah, jeune homme, s'il vous plaît, avant de partir, tenez, asseyez-vous ici. » Donc je vois 2 fauteuils côte à côte. En face de ces 2 fauteuils, un écran de télévision. Raymond Aubrac allume l'écran de télévision, c'était l'heure du journal, et il ne dit mot. Je regarde les informations du soir avec ce traitement toujours aussi affligeant. Raymond Aubrac est à la télévision, me regarde et me dit « Voyez, jeune homme, comment voulez-vous qu'en postant notre jeunesse plusieurs heures par jour devant cette machine, cette jeunesse ait envie de se projeter dans l'avenir et de construire quelque chose ?» Il me disait ça quelques mois avant de disparaître. Je veux croire qu'il avait à cœur de le dire et de le transmettre. Ce que je voulais postuler donc, au-delà donc, de ce constat sur les écrans, c'est que s'il y a un bras armé donc, du néolibéralisme, je rebondis sur les propos de Claude hier, qui dit que le management est un bras armé du néolibéralisme. Moi, donc, ça, je veux dire que c'est le bras gauche. Je dis que le bras droit, c'est les réseaux sociaux et toute la surexposition aux écrans produite par les GAFAM. Pourquoi ? Tu as dit, Roland, hier, je crois, que le management nous empêchait de penser au travail. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est qu'une fois rentrés du travail chez nous, les réseaux sociaux nous empêchent de penser chez nous. Donc nous ne pensons quasiment plus. C'est-à-dire que nous ne pensons plus au travail et nous sommes en phase de ne plus penser chez nous et d'être pendus aux réseaux sociaux et dans un système de récompense et de likes, etc. Je vais développer un petit peu plus. Il se trouve que la création de l'ADA date de 10 ans, 2009. À peu près dans la même période, en 2007, arrive en France l'Internet mobile et les smartphones. Si on réfléchit bien, c'est la possibilité pour tout à chacun d'avoir accès en continu à des images, à des contenus, à tout ce qu'on sait, notamment de YouTube, dont pas mal de sociologues ont dit qu'en quelques clics, un adolescent était à portée de l'idéologie djihadiste. D'autres sociologues ont dit qu'on avait là une culture interstitielle qui venait s'immiscer entre l'école et les parents et donner des possibilités d'accès à des savoirs et à des contenus douteux à des adolescents et des enfants sans aucun contrôle parental. Suite à cela, arrive en 2008 en force en France Facebook, et en 2009, la fonctionnalité like, qui est loin d'être anodine, on le verra un petit peu plus tard. Depuis, Facebook est devenu donc, le premier réseau social au monde, dans un contexte de grande dépendance dans les populations au smartphone. D'après une étude américaine, nous avons en moyenne 85 interactions sur nos smartphones dans une journée. Si on prend une journée qui s'étalerait de 7h à 22h, ça fait à peu près une interaction toutes les 10 minutes. Je ne sais pas comment on peut arriver à une concentration, à une réflexion en profondeur, en ayant une interaction avec notre smartphone toutes les 10 minutes. Ça me paraît à peu près impossible. Quelques chiffres par rapport à Facebook, qui possède aussi WhatsApp, qui trouve un grand succès parmi nous. Facebook a 35 millions d'utilisateurs mensuels en France. 35 millions d'utilisateurs mensuels en France.
Si on considère que les enfants, petite enfance, n'ont pas de smartphone et n'utilisent pas Facebook, que les seniors non plus n'ont pas une grande connexion et de smartphone, on se rend compte que la proportion de la population française qui utilise Facebook mensuellement est colossale. 27 millions parmi eux utilisent de manière active Facebook tous les jours. En outre, Instagram, possédé par Facebook, séduit 17 millions de Français, ce qui représente 3 millions de comptes Instagram en plus depuis l'année dernière. Voilà, les chiffres me pensent assez éloquents. Il n'est pas intéressant non plus de noter que ces chiffres sont fournis par Laurent Soli, donc le vice-président France et Europe du Sud de Facebook, qui est un énarque, un ancien préfet de la République et un ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Alors, les réseaux sociaux, le Web 2.0, dont Facebook est l'illustration la plus connue, qu'est-ce que c'est? Je me suis complu à aller en voir la définition qu'en donne Wikipédia. Et alors là, c'est assez... il y a pas mal de choses à dire dans l'analyse sémantique qu'on peut avoir. Le Web 2.0, le Web participatif, qui met en connexion non plus des ordinateurs mais des internautes, désigne l'ensemble des techniques, fonctionnalités et usages qui ont suivi la forme originelle du web et caractérisés par plus de simplicité et d'interactivité. Elle concerne en particulier les interfaces et les échanges permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s'approprier de nouvelles fonctionnalités du web. C'est-à-dire qu'on vous donne l'illusion que vous avez une indépendance, mais vous ne comprenez pas les ressorts techniques qui vous permettent d'agir. En conclusion, Wikipédia nous dit que l'internaute devient, grâce aux outils mis à sa disposition, une personne active sur la toile. C'est-à-dire que cette activité est entièrement conditionnée par les outils qu'on veut bien mettre à notre disposition. Notre activité est donc une activité très guidée, très encadrée, très réfléchie, à plusieurs points de vue, dont un point de vue idéologique. Pourtant, en France, on a des courants. Je me suis penché sur l'ouvrage Les médias de Francis Ball, pourtant professeur émérite à l'Université Paris de Panthéon-Assas, ancien membre du CSA, qui nous dit en substance, à leur naissance, les médias n'ont ni feuille de route, ni ordre de mission. Et bien pourtant, fin 2017, donc 4 lanceurs d'alerte issus de Facebook et Google ont dit radicalement le contraire. Le premier d'entre eux, c'est Chamath Palihapitiya, ancien vice-président en charge du développement de l'audience de Facebook. Quelqu'un d'assez bien placé pour parler des techniques de développement d'audience. Il dit, devant un parterre d'étudiants réunis à Stanford, donc l'université qui est encore une fois la matrice idéologique et technologique de la Silicon Valley, ressentir une immense culpabilité, je le cite, pour ce qu'il a aidé à construire, les réseaux sociaux, en disant que ces réseaux sociaux sapent les fondamentaux du comportement des gens. Il poursuit en disant « Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social. » Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social. Et suscite l'addiction, alors ça c'est le contenu de l'article, suscite l'addiction par les likes et autres cœurs, qui créent des boucles de satisfaction. Consécutivement, Chamath Palihapitiya, toujours membre actif de la nouvelle économie numérique, il est devenu milliardaire entre-temps, depuis son passage à Facebook, bravo à lui, Chamath interdit à ses enfants d'utiliser, je cite, « cette merde ». Il a encore cette formule, toujours sur l'action des réseaux sociaux. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes programmé. Lors du passage de Zuckerberg, donc le président de Facebook, devant la commission d'enquête américaine et puis devant la commission européenne, on a appris pas mal de choses. Facebook connaît le niveau de charge de votre ordinateur, connaît l'espace de stockage qui reste sur l'ordinateur, et un rapport interne divulgué récemment montre que Facebook arrive à saisir les moments de failles psychologiques, de vagues à l'âme des adolescents par les clics, et peut à ce moment-là envoyer la bonne publicité qui va bien, puisque bon, bien sûr cette économie tire l'essentiel des profits de la publicité.
Donc quand Francis Ball déclare qu'à leur naissance, les médias n'ont ni feuille de route ni ordre de mission, on peut au moins lui rétorquer que sur cette planète, les gens créent des médias avec dès le départ un ordre de mission, et pas des moindres, programmer l'esprit de leurs utilisateurs. Cette intentionnalité, cette feuille de route programmatique, cet ordre de mission addictif, une deuxième personne l'a révélé, il s'agit de Sean Parker, ancien président de Facebook, qui, d'après le titre de France 24, déclare « Le site exploite les vulnérabilités psychologiques humaines pour pousser les utilisateurs à publier toujours plus de contenu pour obtenir des réponses et des mentions j'aime, les fameux likes. » Il a cette phrase, Sean Parker, « Les inventeurs et créateurs, moi, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom sur Instagram, tous ces gens l'ont très bien compris et l'ont fait quand même en connaissance de cause. » Et ils le font toujours. Troisième lanceur d'alerte, cette fois-ci issu de Google, Tristan Harris, qui est un petit peu à la tête du mouvement de déconnexion. Pas inintéressant. Voilà, ceci dit, ça illustre aussi la faculté du capitalisme à vous vendre la maladie et à vous vendre le remède dans la foulée. Enfin bon. Donc, Tristan Harris déclare que nos esprits peuvent être piratés, et nos choix ne se font pas de manière aussi libre que nous le pensons. Une poignée de personnes d'une poignée de sociétés oriente par ses décisions la façon de penser d'1 milliard de personnes aujourd'hui. Il n'y a pas de problème plus urgent que celui-ci, car il conduit à une dégradation de l'humanité. Une dégradation de l'humanité. James Williams, un de ses collègues, lui parle de la forme la plus importante, standardisée et centralisée de contrôle de l'attention dans l'histoire de l'humanité. Et là, on touche vraiment à un terme qui est très employé dans la Silicon Valley, l'économie des GAFAM, c'est une économie de l'attention. Comment s'accaparer une partie de notre attention? Bon, Le Lait disait un petit peu la même chose de TF1, mais là les moyens sont encore une fois décuplés, puisque depuis l'Internet mobile et les smartphones, nous avons de la télévision et des écrans H24 sur nous-mêmes. On voit que le changement d'échelle est colossal. Le mot capter renvoie directement à une nouvelle discipline dont on la penserait sortie d'un ouvrage de science-fiction ou d'un obscur site complotiste, si on ne le trouvait clairement décrit sur le site de la toute-puissante université californienne de Stanford, qui est donc encore une fois cette matrice idéologique et technologique. Cette discipline nouvelle, c'est la bien nommée captologie. On trouve donc sur le site du Stanford Persuasive Tech Lab la présentation de cette nouvelle discipline, la captologie, qui vient de l'acronyme CAPT, Computer as Persuasive Technique. Voilà, quand on m'a parlé de ce Persuasive Tech Lab, je n'osais le voir, mais il est exposé en toute transparence. Captology, je vous le fais en anglais, ça fait plus idéologiquement dans le bain. Captology is the study of computers as persuasive technologies. This includes the design, research, ethics, si j'ose dire, and analysis of interacting computing products. Donc, la captologie, c'est l'étude des ordinateurs comme des technologies de persuasion, et elle comprend l'étude des computers, mobile phones, websites, wireless technologies, mobile applications, video games. Tous ces médiums sont considérés par Stanford et donc le Persuasive Tech Lab comme des médiums pouvant nous persuader du bien fondé des produits qu'on cherche à nous vendre et du bien fondé du projet idéologique et politique de la Silicon Valley. Car elle ne cesse de clamer qu'elle n'a pas de projet, elle en a un. Un projet, alors je ne prends pas trop le temps de développer, un projet libertarien. Libertarien, pas libertaire, libertarien. Alors vous trouverez tout ça très très bien exposé dans ce bouquin passionnant qui m'a servi de base, de Valley, Histoire politique de la Silicon Valley, écrit par Fabien Benoît en 2019. Fabien Benoît éclaire une personnalité, une penseuse américaine méconnue, je pense, qui est Ayn Rand. Ayn Rand, d'après la Library of Congress, très sérieuse institution américaine, elle a écrit le deuxième livre le plus influent aux États-Unis, derrière la Bible. Ce livre, c'est La Grève. Ayn Rand, elle préconise un individualisme de la raison. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que disait Thatcher, ce que disait
tous les gens qui disent there is no society, there is only individual person. Donc, pas de société, la société n'existe pas, le lien n'existe pas. La seule conduite raisonnable est une conduite individualiste. Ce livre, d'après Fabien Benoît, c'est le livre de chevet de tous les patrons de la Silicon Valley, de Donald Trump, de Greenspan, l'ancien patron de la Réserve fédérale américaine, etc., etc. Donc le projet, alors ça c'est Olivier Herscheid de l'université de Nantes qui le dit au Canard enchaîné dans son numéro spécial sur les GAFAM de 2018. Le projet de la Silicon Valley, c'est de se substituer à l'État sur tout un nombre de pans de son périmètre, les transports, l'éducation, la santé, etc. Avec ce principe de la disruption, je conclus, de la disruption chère à notre président, dont il ne cesse de vanter les mérites. La disruption, c'est tout simplement l'arrivée d'acteurs qui travaillent à perte, des startups qui travaillent à perte sur un secteur, le déstabilisent, et une fois qu'il est déstabilisé, récupèrent la clientèle et font exploser les tarifs. Pour information, notre président Emmanuel Macron déclarait à Forbes en 2018 « Nos startups vont disrupter EDF, ça ne me dérange pas. » Voilà, je vous remercie. Bien, alors, comme nous avons commencé avec 20 minutes de retard, ça signifie que nous avons 20 minutes de débat possible. Alors, on fait circuler le micro, les remarques, les questions, Michel. Une question là. C'est encore moi, c'est pas une question. Je suis en train de terminer un livre très intéressant qui est complètement en lien avec ce que vous dites, d'Alain Damasio, Les Furtifs. Là, c'est pas le bracelet électronique, c'est les bagues. C'est un livre d'anticipation tout à fait actuel et qui dénonce tout ce que vous êtes les uns et les autres en train de dénoncer. Bon, c'est 900 pages, mais c'est passionnant et très instructif. Voilà, ça fait partie de la culture et c'est très politique. Alors, une question ici. Les Furtifs. Une question ici. Mais il y a une question, non? Ou une suggestion de lecture? Non. Suggestion de lecture. C'est pas une question, je reviens un peu sur ce que vous avez dit sur l'empathie. Ah, c'est là-bas. Ah oui. Vous avez dit l'empathie ne se prescrit pas. Vous avez dit elle ne se prescrit pas. Je pense que l'empathie se prescrit. Et elle a été prescrite par Balint. Michael Balint, c'était un psychanalyste hongrois qui a vécu à Londres. Et c'est celui qui a écrit le premier livre sur la relation médecin-malade, soignant-soigné. Et ce concept a été repris par dans beaucoup des États, pays. Moi, j'ai travaillé 10 ans en Allemagne. Il n'y avait pas un hôpital en Allemagne dans lequel il n'y avait pas de groupe de supervision de la relation médecin-malade. Et l'empathie, quand je dis qu'elle se prescrit quand même, c'est parce qu'elle a quand même ces définitions que vous avez données. Donc vous avez dit, on écoute le patient, ce qu'il nous dit, on le passe un peu aussi par notre propre vécu, on lui renvoie un peu quelque chose de ce qu'on a compris, et après on revient à nous-mêmes. Ça veut dire on reste nous-mêmes. Donc je pense que ça serait bien s'il y a vraiment partout, dans tous les services, des groupes de supervision de la relation médecin-malade. Je ne voudrais pas ouvrir un débat sur cette question d'empathie. Mais l'empathie, ce n'est pas la sympathie. L'empathie, encore une fois, ce n'est pas l'effusion affective. C'est un processus dont on peut supposer qu'on ne le maîtrise pas parce que c'est lui qui nous saisit ou ne nous saisit pas. Alors après, on peut toujours mettre en place des tas de dispositifs, y compris des dispositifs de com,
c'est bien connu, mais c'est pas pour moi de l'empathie. Je vous renvoie, si je peux me permettre, à un travail très important de mon ami Jacques Hockman, professeur de psychiatrie à Lyon, qui a publié un gros bouquin de 300 pages sur l'histoire de l'empathie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on continue maintenant à s'intéresser à ce terme après une rupture très importante pendant plusieurs décennies, je dirais presque à cause de Lacan. C'est-à-dire que Lacan a beaucoup bousculé cette notion d'empathie qu'il trouvait un peu dégoulinante et qu'il rejetait, alors qu'elle est présente chez Freud. Freud dit par exemple, puisque vous avez cité les valides, et bien avoir valide, hein, il y a eu Farigli, si vous voulez, Freud dit il faut pouvoir, et involontairement, ça on ne fait pas exprès, hein, s'approprier les intérêts et les rêves des patients. Mais ça c'est un point important, on va pas en débattre ici, mais c'est un point psychanalytique, c'est-à-dire on peut pas, de mon point de vue, le décider. C'est quelque chose qui opère à un autre niveau. On est ou pas capable d'empathie, mais c'est pas nous qui décidons. Il y a quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Adam Smith, dont on fait l'abominable Homo economicus du libéralisme, il a en même temps écrit un bouquin en pleine contradiction avec ça qui s'appelle Les sentiments moraux des nations. En fait. Et c'est un grand débat, ce débat philosophique. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ait là le temps de l'ouvrir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Ricoeur, dont Emmanuel Macron se réclame, s'est beaucoup intéressé à l'empathie, mais qu'il refusait d'appeler empathie, il appelait interopathie. Et ce qui est intéressant chez Ricoeur, c'est qu'il disait que son correspondant était la justice sociale. Il semble que son élève n'est pas forcément bien lu. Oui, je voulais dire que dans le domaine dans lequel je travaille, on dit la psychiatrie peut être faite et défaite par tout le monde. C'est quelque chose qui m'autorise à intervenir dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. Donc, et pourtant, si je comprends bien, qui m'influence beaucoup. Donc ma question, elle était sur la première intervention. Vous parliez de l'intelligence artificielle. Il me semble que depuis des années que ce terme est utilisé, il s'est, à mon sens, quelque part humanisé. Et que quand on parle de l'intelligence artificielle, on la déjà connecte un peu avec l'homme. Et je me demande si, dans ce domaine, alors moi qui ne suis pas du tout de champ, s'il n'est pas intéressant politiquement d'introduire d'autres façons de dire qui vont un peu exploser ce glissement, par exemple, intelligence technologique ou alors intelligence inhumaine. Est-ce que moi, qui ne suis pas du champ, je peux faire des propositions dans Non, certes, le terme est totalement inadéquat par rapport justement à la réalité de ce qu'est l'intelligence humaine, et ça entretient une ambiguïté qui laisse penser qu'on peut passer de l'une à l'autre. Et c'est bien ça le fondement de la propagande des GAFAM, qui font croire que leurs intentions sont extrêmement positives, qu'en fusionnant cette intelligence humaine qui pourrait être plus performante grâce justement aux technologies du numérique, on va pouvoir doter les humains d'un outil qui sera plus performant pour leur vie personnelle, mais évidemment dans la vie au travail, en étant de plus en plus efficace, puisque c'est ça le but. Donc, tout ça n'est pas du tout anodin. Je pense que ça a été vraiment bien réfléchi d'entretenir cette ambiguïté. Parce que ça veut dire que l'humain s'efface derrière la machine, puisque la machine, elle peut faire plus de choses que l'humain, d'après ce qu'il raconte. Hein. Bon. Et c'est extrêmement pervers comme façon de procéder. Et il y a aussi le fait que quand avec ces perspectives de cyborg, d'hybride, d'humanoïde, entre mi-humain, mi-machine, ça ce sont les scénarios de science-fiction qui ont bercé notre enfance, auxquels on a été largement habitués.
quelque part, à travers les récits, les livres, les films. Et pour un certain public, hélas assez nombreux, bon, tous ces progrès auxquels on assiste, on a été sur la Lune, on a fait des stations orbitales, comme dans les livres de science-fiction, bah, pourquoi pas, dans le futur, avoir des humanoïdes à moitié humains, moitié machine. C'est une vraie préoccupation, c'est-à-dire que beaucoup de gens manquent d'outils intellectuels pour essayer de se rendre compte que ces visions-là correspondent pas du tout à une réalité à partir du moment où on respecte ce que c'est que l'humain, la matière vivante, et qu'on respecte la liberté de décision et de pensée de chacun. Vous voyez, c'est en soi un gros problème, le manque d'outils critiques face à cette propagande. Juste un mot, c'est toute la question, est-ce qu'il y a une continuité, tu l'as dit tout à l'heure, ou pas, ou discontinuité, entre, on va dire, la machine, pour faire vite, ou les machines, c'est différents paradigmes, bien sûr, et la matière humaine, enfin la matière vivante. Et c'est une question qui est intéressante, parce qu'elle surgit au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et il y a un roman qu'il faut lire, qui s'appelle L'Ève future, où il s'agit justement de construire, c'est 1880 et quelques, il s'agit de construire, si vous voulez, un clone d'une femme très belle, mais insupportable, et donc il y a un ingénieur qui va fabriquer, n'est-ce pas, un clone parfait, puisque dépouillé des imperfections de la femme vivante. C'est la fin du 19e, c'est-à-dire c'est la deuxième révolution industrielle. Et l'idée qui est en dessous, elle est très simple. C'est pas qu'un problème, si je peux me permettre, culturel, cognitif ou intellectuel, c'est aussi un problème moral. C'est cette idée, est-ce que le progrès technique est un progrès moral? George Orwell disait, lorsqu'on me parle de progrès, je demande toujours s'il me rend moins humain ou plus humain. Et c'est ça la question des progressistes, si je veux dire. Oui, moi je trouve que le débat est intéressant, et par rapport à la psychiatrie, moi je suis psychiatre, praticien hospitalier en hôpital psychiatrique, du coup je trouve qu'on est effectivement traversé par tous ces questionnements. Il y a un courant, par rapport au courant, un abord très technique de la souffrance psychique et de la maladie mentale, et il y a quand même cette tendance à assimiler psychisme et cerveau. Et du coup, ça peut avoir aussi un côté très séduisant d'aborder un patient, de l'aborder d'une manière très simple et d'évacuer toute la dimension relationnelle du soin. Donc en fait, je pense qu'en tant que clinicien, on a à instaurer, vraiment à être dans cette lutte d'oser une rencontre clinique complexe, interhumaine, et de replacer ça au cœur de notre métier. La dimension relationnelle du soin, elle est totalement évacuée, et elle séduit aussi beaucoup de psychiatres. Et donc maintenant, le triptyque, c'est réhabilitation sociale, remédiation cognitive, éducation thérapeutique. Donc il y a ce panier de soins. Donc on a à en dire quelque chose, et on a à défendre une psychiatrie humaine, et qui réfléchit, qui instaure en permanence la complexité de la relation. Puisque c'est une spécialité médicale, mais pas que. Donc on a des gros débats là-dessus. Est-ce que le fait de soigner, de prescrire un médicament, c'est soigner uniquement par un effet pharmacologique, ou est-ce qu'une molécule peut être plus intelligente dans la relationnelle et dans le transfert? Donc il y a plein de questions comme ça, et moi je suis pas totalement pessimiste, même si la psychiatrie en ce moment elle est en crise. Il y a à réinstaurer de la complexité, il y a toujours l'idée et l'illusion que la science va pouvoir tout expliquer et tout réduire, et il y a toujours cette illusion de trouver la localisation de la souffrance psychique. On n'y arrivera pas. Donc du coup, il y a tout ce domaine-là qui est, en tant que clinicien, qu'on a à ouvrir et à défendre. Oui, je vous remercie. Oui, je voudrais faire une remarque d'abord. Moi, je propose qu'au lieu d'employer le mot intelligence artificielle qui n'a pas de sens,
on reprenne ce qu'on dit, c'est-à-dire des algorithmes et le traitement algorithme. Vous savez, c'est le mot qu'on emploie. Hein, il y a des gens qui font des algorithmes, d'une part, et ça sert à traiter des données très nombreuses. Par exemple, d'une part, alors ça me semble un point important, parce qu'au lieu de dire que un radiologue qui se sert de l'intelligence artificielle, eh ben non, on va dire que le radiologue, il a en main, au lieu d'avoir 3000 ou 4000 photos qui lui permet d'avoir un point de vue sur la tumeur, il en a 300 000 en main. Il ne s'agit pas d'intelligence. Qu'il en ait 30, 33 000 ou 300 000, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que c'est technique. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'il faut sortir l'intelligence artificielle radicalement de son baratin sur c'est de l'intelligence. Ce n'est pas ça, c'est de la technique. On peut, avec des algorithmes, gérer et construire des possibilités nombreuses, mais elles ne sont que techniques. Rien à faire avec l'intelligence. Je pense que c'est important qu'on le dise et qu'on explique aux gens ce que c'est qu'un algorithme. C'est pas trop compliqué, à mon avis. Simplement, la plupart des gens, comme ils n'ont pas la formation, ils savent pas, mais on peut leur expliquer. Ben, c'est simple et, à mon avis, ça nettoie la tête. Ça, c'est un premier point. Second point. J'ai été incroyablement surpris, je dois dire que j'en reste encore baba, quand on me dit que grâce à l'intelligence artificielle et à la biologie, on a des renseignements scientifiques sur les parts du cerveau qui sont intéressées dans la dépression et qu'on soigne les gens avec ça. Je rappelle que Ioannidis, qui est aussi un prof de Stanford, qui n'est pas un crétin, depuis 2007, fait une recherche pour savoir quels sont les résultats en biologie qui ne sont pas des faux, c'est-à-dire qui sont reproductibles. Et franchement, que ce soit en biologie et en neurosciences, ces résultats, Ioannidis, je crois, en est à moins de 20%. C'est-à-dire que les mecs sont obligés de publier, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils publient, et ils publient des choses qui sont dans les grandes revues, et les grandes revues, effectivement, sont contrôlées massivement par les laboratoires. Bon, je rappelle que, par exemple, la situation la plus jolie dans ce sens-là, sans compter tous ces machins, l'autisme, enfin, l'ensemble de ces machins qu'on soigne avec les médicaments et de plus en plus. Je vais donner un exemple. En Chine, les médecins n'ont pas le choix, comme ils sont très mal payés quand ils sont à l'hôpital psychiatrique, on les paye en fonction des médicaments qu'ils donnent. Donc plus ils font des diagnostics lourds et ils donnent des traitements, plus ils arrivent à vivre. Et ne me dites pas qu'un psychiatre à Shanghai, puisque je connais un peu le coin, arrive à vivre seulement avec son traitement hospitalier. Il ne peut pas. Donc c'est pas très éloigné idéologiquement de ce qui se passe. Donc je crois qu'il faut reprendre les résultats qu'on a en se demandant qu'est-ce que c'est. Par exemple, il y a un grand chirurgien dont j'ai oublié le nom, mais il y avait des articles, et on trouvera ça assez facilement, qui opère les gens quand ils ont des tumeurs au cerveau, et qui les opère. Maintenant, c'est un Français, je crois qu'il travaille à Lyon, et puis ça s'est répandu un peu partout, qui opère les gens qui ont la boîte crânienne, et qui, avant d'opérer, s'interroge sur ce qui se passe dans la cervelle des gens quand on touche à tel ou tel point. Bon, vous retrouverez ça sur Internet, ça ne pose aucun problème. Lui, ce qu'il dit, c'est que tout baratin sur les zones cérébrales, eh ben ça ne marche pas comme ça. Il dit que dans son expérience à lui, qui est une expérience nombreuse et puis maintenant qui est reprise par plein de gens, le cerveau de chaque humain est différent. Par contre, les transistors, les ordinateurs, ils ne sont pas différents. Donc il me semble qu'il faut mettre en place un savoir, supprimer les mots de superstition comme intelligence artificielle qui font fonctionner la croyance religieuse, parce que les gens y croient comme on croit au petit Jésus, ou quelque chose comme ça. On supprime ça, on dit algorithme. On dit big data éventuellement. On dit les vrais mots. Voilà. Maintenant, à part ça, que les gens de la Silicon Valley soient dans des croyances extraordinaires et qui lisent des bouquins qui leur expliquent qu'ils vont être les rois du monde, bien sûr, mais évidemment, ils sont dans une formation idéologique, mais il y a des buts. Parce que vous parlez de Facebook en disant c'est une catastrophe. Les gilets jaunes, ben ça leur a été vachement utile, Facebook. Il y a plein de gens qui, dans des mouvements de révolte, ont utilisé ce mode de rencontre. Personnellement, ça me fait horreur, j'ai toujours refusé d'être sur ce machin. Mais je ne peux pas ne pas apercevoir, pour moi, les gilets jaunes, c'était vachement important. Formidable, ils ont utilisé cette saloperie pour se retrouver. Vous vous rendez compte? S'il n'y avait pas eu Facebook, ils auraient fait comment, hein? Ça n'aurait pas été si facile. Une dernière question, mais une question, pas une intervention. Non,
Alors, une question? C'est pas une question. Il n'y a plus de questions? Il y a une question ou pas de question? Une dernière question, parce qu'il faut qu'on puisse passer à la pause. Roland, est-ce que je peux répondre à monsieur sur Facebook et les Gilets jaunes? Si tu veux. Rapidement. Rapidement. Non, mais... Ah non, vraiment, pardon, s'il y avait une question, je vais bien qu'on s'arrête, bien sûr. Non, allez, vas-y. Non, je m'attendais à, bien sûr, ce type de réflexion. Non, mais effectivement. Par contre, moi, je vois la bouteille vraiment à demi vide, dans le sens où ce qu'on a à construire dans très vite, en très peu de temps, c'est cette nouvelle société. Il faut qu'on la construise en plus dans l'allégresse, dans la joie. Cette nouvelle société décroissante, localisée, dans la relocalisée. Il faut qu'on produise notre nourriture dans un périmètre de quelques kilomètres, etc. Ce nouveau monde qu'on doit faire advenir dans la joie, dans l'allégresse et dans l'action, dans une communauté réelle, pas virtuelle, ce n'est pas Facebook qui le fera advenir. Voilà. Merci. Allez, merci. 10 minutes de pause, alors. Juste une minute. Je voulais juste rematérialiser la question du numérique. Le numérique, ce sont des réseaux techniques. Ces réseaux techniques marchent pour l'instant de l'électricité. Il y aura des ordinateurs quantiques, un de ces jours, etc. Et le jour où il n'y a plus d'électricité, on ne parlera même plus de ça. Et avec le changement environnemental, bonjour les dégâts.